l'idée, je vous donne le plan général, c'est d'arriver sur le compte, la forme du compte aujourd'hui, sur ce qu'il en a été, parce que je pense qu'il y a des périodes où on n'était plus sur du collectage et ça a marqué, je crois que ça a marqué de toute époque ce rapport au compte, la réinvention, et puis de partir de vos propres, d'en arriver à votre propre démarche, c'est-à-dire comment vous vous situez, vous, dans ce rapport des contes existants, des contes inventés, qu'est-ce qui fait la différence entre un conte et une histoire qu'on raconte, des choses aussi larges que ça. Et voilà, c'est le programme de l'heure qu'on a demandé. Donc la place du conte aujourd'hui. Ah, j'ai l'image. À mon avis, ça peut Ce matin, je me suis tapé une émission. Ce matin, je me suis tapé 1 heure d'émission de France Culture sur les contes et j'ai retrouvé Marthe Robert qui est voilà, qui est... Bon voilà. Donc je fais sérieusement, vous voyez. On ne recommence ça. Parce que Ok, vous êtes parti dans un truc beaucoup plus resserré. Non, mais je vais resserrer, mais c'est pour me mettre à l'aise. Pour me mettre à l'aise, je me mets mal à l'aise. Et puis comme ça, on part. Non, c'est vrai qu'on a fait venir Julie un petit peu à chaque fois. Et c'est parti un peu de là l'histoire, c'est qu'on se rendait compte que... Il n'y avait personne, du coup vous me faisiez venir à chaque fois. Ça, et on avait intérêt, envie même. Bon, c'était pas vrai avec Marc, bon, ça tient aussi au... Julie n'est pas d'ici, enfin, etc. Mais moi j'avancerais une hypothèse qui est qu'aujourd'hui, dans sa forme spectacle, en tout cas, qui n'a pas forcément été sa forme traditionnelle, de venir sur une scène raconter devant des gens, le conte n'a pas forcément de lieu dédié. Avant, même dans le cirque contemporain, il y a l'espace du cirque, il y a l'espace du théâtre. Mais en conte, voilà, le conte, il se niche, il faut le chercher. Parfois il est en bibliothèque, parfois il est en école, parfois il est en théâtre, parfois il est dans des festivals de contes. Mais faut-il encore savoir où trouver les informations? Moi j'ai un souvenir de quand j'ai commencé à m'intéresser au conte, j'avais découvert un conteur, j'étais tout content, je voulais en voir plein. Et je ne trouvais pas les infos, j'habitais Paris, je regardais dans Pariscope, dans l'officier des spectacles, et je trouvais pas d'infos sur où trouver des conteurs. J'ai mis 2 ans à trouver un conteur, sur une péniche à Paris, par hasard, c'est Didier Coincy. Mais c'est un vrai problème pour le public, je trouve, de ne pas forcément savoir, même s'il a un intérêt pour le conte, où trouver l'information. Alors si les gens sont dans nos réseaux, ben, on leur transmet l'information, ils sont au courant. S'ils s'intéressent au Théâtre de la Ruche, effectivement, ils vont peut-être dans le programme du Théâtre de la Ruche qui a 3 jours sur le conte, mais une majorité des gens qui pourraient avoir un intérêt n'ont pas forcément l'information qui arrive à eux. Donc déjà, ça nous coupe d'un public potentiel. Et du coup, ça prend effectivement un travail peut-être à long terme de terrain qui s'effectue bien sur des festivals, par exemple, comme peut-être Marc, tu pourras parler de ton expérience vers chez toi, où vraiment on finit par fidéliser un public, aussi d'organiser des spectacles de contes chez l'habitant qui font venir des publics qui ne connaissent pas les histoires, ou sur des territoires, comme des bibliothèques qui organisent sur un département, dans l'Oise par exemple, 90 spectacles dans 90 villes ou villages de l'Oise, bah, au bout de 10 ans, 15 ans, tout est plein. Et au début, tout était vide. Donc ça prend vraiment un travail de terrain, de fidélisation, d'aller faire connaître, tout simplement. Je pense que c'est une hypothèse que je pose par rapport à notre difficulté relative à remplir les salles. C'est ni un désintérêt du public, ni c'est juste souvent un manque d'information. Le seul lieu qui est véritablement dédié au conte, c'est un lieu espace-temps, pour dire, ce sont des festivals de contes. Là, en général, il y a du monde. Et plus le festival est ancien, et plus il y a du monde, nous on peut avoir jusqu'à 300 personnes pour un spectacle. Donc c'est vraiment qu'il y a potentiellement il y a des spectateurs. Mais il faut que ce soit très ancré dans la durée, quoi. Il faut vraiment que les gens aient un repère. Nous, c'est le 2e week-end du mois de septembre, et les gens le savent, donc d'une année sur l'autre, ils n'ont pas de surprise, quoi. Après, moi je pense que ta question, en dehors du fait que le conte a quand même sa place dans les écoles, dans les bibliothèques, où là, il y a quand même du monde, des écoles, parce que c'est un public captif, et puis les bibliothèques, parce que c'est un lieu quand même assez traditionnellement dédié au conte. Mais là où le problème se pose, c'est le conte dans les théâtres. Et à part quelques personnes comme Yannick Jolin, quelques autres, qui ont vraiment ciblé les théâtres comme lieu de représentation pour leur spectacle, et d'ailleurs, ils ne font jamais des tours de conte dans les théâtres. C'est des spectacles, c'est vraiment ça, une forme spectaculaire, dans le sens, c'est prévu pour aller sur une scène.
Mais il y en a très peu. Il y en a, je sais pas, après vous direz, mais pour moi, il y en a peut-être 10 en France qui Il y en a de plus en qui plus. vont accès à ça. Ça se fait, Oui, mais du coup, sur des propositions qui ne sont plus forcément du conte traditionnel. Ouais, et ça, c'est très intéressant. Mais du On coup, peut ça... préciser ce qu'est le conte traditionnel. Enfin, je donne toujours dans mes... Il y avait l'idée autrefois que le conte était... qu'est-ce qu'un conte traditionnel? Et autrefois, dans les conditions, c'était on ne dit jamais un conte après la tombée de la nuit. C'est-à-dire qu'il y avait cette tradition, paraît-il, qui était qu'il fallait qu'on attende la fin de journée pour que les gens se retrouvent entre eux et puis l'histoire se raconte à ce moment-là. Ce que tu viens de dire aussi, c'est les réseaux. C'est-à-dire que si on crée c'est un réseau un peu particulier, c'est un réseau pas d'initiés, mais de gens qui sont en connexion. C'est-à-dire qu'un grand public comme ça, le conte, il va se dire c'est pour mes enfants ou c'est... Moi j'ai l'impression que pour le public du théâtre, enfin, le public qui va voir du spectacle, il y a une espèce de mésinformation de qu'est-ce que le conte. C'est presque une forme simpliste. Assez enfantine, assez simpliste. Et, bon, je ne vais pas aller au théâtre pour aller voir du conte. Enfin, il y a quelque chose de... C'est forcément accolé à... Et d'où la bibliothèque. Souvent, c'est des salles qui ne sont pas très jolies. Enfin, moi, je me retrouve des fois à jouer dans des endroits, mais il n'y a rien qui est mis en valeur, il n'y a rien qui est... Donc, forcément, ça resimplifie d'autant plus la proposition. Même si le tour de conte ou le spectacle est beau, s'il n'est pas dans un... Mais c'est ce que tu posais, c'est l'endroit, en fait, le lieu qui est dédié à, déjà d'être dans un bel espace où on prend soin de la personne qui vient raconter. Et même dans la communication, enfin, il y a quelque chose où ça reste une discipline technique. C'est pas, tout le monde ne peut pas raconter des histoires. C'est un métier, ça se travaille, ça s'apprend. Et oui, c'est ça. Pour moi, il y a ce côté un peu, c'est facile, quoi. Il y a un peu de ça. J'ai un ami qui était président de l'association théâtrale, qui est David Charpier, qui a créé les Éperluettes à Chantonnay, et qui me dit, mais toi, tu me parles de moi, tu es comédien, tu ne feras jamais de conte. C'est pas le même métier. De raconter et de jouer, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est aussi un point... c'est pas parce que tu es comédien que tu ne seras jamais conteur. Que ce soit deux approches différentes, c'est ça, je le crois. Mais on peut être les deux. Comment on peut être comédien et danseur? On peut faire du cirque et du clown. Mais il y avait une technique de théâtre qui, dit-il, ne s'applique pas à celle du conteur. Moi, ça me fait penser à ce que tu as dit tout à l'heure en disant qu'est-ce que c'est que le conte. Et en fait, je trouve que c'est pas très important de savoir ce que c'est que le conte. Ce qui me paraît beaucoup plus important, c'est de savoir ce que c'est que la posture du conteur sur une scène. Et elle est pour moi totalement différente de la posture du comédien. Même si l'objet n'est pas un conte en fait. Que toi, moi, ce que j'ai raconté hier, c'est pas un conte. C'est un récit contemporain, on va dire. C'est Pepito Matteo qui faisait la différence, qui a commencé à mettre le terme de récit imaginaire à un moment donné. Il vendait plus ses spectacles comme étant des spectacles de conte, mais comme des récits imaginaires. Et pour le public, c'est pareil, c'est encore une autre approche du coup. C'est presque plus vendeur maintenant, je trouve. Mais sans rentrer dans vos deux histoires, parce que je voudrais qu'on le fasse après, il y avait entre le conte de Marc et le tien, deux choses un peu différentes qui restaient sur une histoire un peu, avec cette histoire du vieux, de transmission. Et toi, tu reprends quelque chose autour d'un truc plus imaginaire, ou autour de cette petite fille qui est une construction des vieux, qui vient... On est sur deux constructions de rapports de compte différents. Mais je voulais qu'on en parle après, mais on peut le faire. Oui, c'est vrai, mais en même temps, Julie, elle parle d'un conte traditionnel. Mais je pense, oui. Et moi, je ne pars pas d'un conte traditionnel, mais j'utilise la structure d'un conte traditionnel. Tu vois, comme appui. Il n'y a rien du conte traditionnel dans mon histoire. Mais à un moment où j'étais perdu dans la construction de mon récit, j'ai pris du temps pour réfléchir sur ce que j'avais envie de dire, et ça m'a rappelé un conte traditionnel, qui est le conte de l'homme qui cherchait le pays où on ne meurt jamais, dont Philippe a fait un bouquin. Et je me suis dit, en fait, je raconte d'une certaine façon la quête de Zéphirin, c'est l'éternité, enfin, que son nom reste. Donc, voilà. Et du coup, je me suis appuyé sur la structure de cette histoire-là. En fait, je sais pas trop comment dire, pour moi, les contes, c'est un truc qui
voilà, qui t'habite, et puis c'est présent comme un peintre, il a ses palettes de couleurs, et puis il les utilise, il réfléchit plus trop, quoi. Ce sont ses outils, ce sont ses... Et tu parles de la posture du conteur, on est reparti après, mais justement, on peut peut-être reparler de ça, cette posture, c'est-à-dire dans quelle dimension. Oui, oui. Ben, je ne sais pas, c'est une façon d'être avec le public. Et ça, c'est peut-être différent des comédiens, c'est-à-dire que pour moi, hein, là c'est vraiment, parce que je pense qu'on aura autant d'avis que de conteurs et de conteuses, mais pour moi c'est vraiment la relation que j'établis avec le public qui nourrit ma posture de conteur en fait. Et c'est ce qui fait qu'on peut s'arrêter dans une histoire à n'importe quel moment, aller régler un problème, s'il y a le feu, donner un coup pour éteindre le feu et retourner raconter. L'histoire, elle n'a pas bougé. Elle est là, on l'a laissée. Tu vois, ce qu'on ne pourrait pas, et bon, le cas du feu, c'est un peu exceptionnel. Ouais, c'est c'est réaliste, hein. C'est arrivé d'avoir le feu derrière moi. Ouais, au pèlerin, justement. Chez l'habitant, il y avait un banquet, puis après, il y a eu le feu, il y avait des bougies sur les tables, et il y a eu un grand feu pendant que je racontais. Ça m'est arrivé aussi avec un tableau et une cheminée. Voilà, Bon, C'est vraiment dans la éveillé. c'est vraiment dans la posture de... le conteur est un art-pompier. Je sais pas, moi par exemple, tu me demanderais de jouer une scène de théâtre, ce serait mais archi mauvais. Tu vois, parce que je peux pas m'empêcher d'être en lien avec le public. Je suis le témoin de l'histoire que je raconte, et il est le témoin qui reprend le témoignage, et puis qui peut-être va le raconter à son tour, je sais pas. Enfin, il y a quelque chose, mais je vous laisse compléter. Mais je me dis que dans la posture du conteur, déjà je crois que ça dépend des spectacles. Enfin moi j'ai jamais la même selon les spectacles, c'est tout le temps différent selon la matière qu'on travaille, et selon le public, vers qui c'est dirigé. L'adresse, le public qui est concerné va bousculer, moi je trouve, cette posture-là. Les techniques utilisées vont changer ça aussi, les frontières elles se brouillent à certains moments. Et il y a des moments où moi je trouve que c'est l'histoire qui doit être mise en avant, c'est elle qu'on vient écouter, du coup presque le conteur pourrait s'effacer. Et en même temps, c'est le conteur qui va faire la touche de l'histoire. Par exemple, on discutait hier, moi je raconte l'histoire de la Marguerite, j'ai entendu Philippe plusieurs fois, il y a des réminiscences dans mes histoires de ce que j'entends, de ce que je vois chez chacun, et en même temps, on ne racontera jamais la même histoire de la même manière. Moi, ce que je raconte, c'est moi qui le raconte. Ce que Marc raconte, ou Philippe, ou François, ça appartient. Par contre, ça n'empêche pas de tomber en amour pour des histoires et du coup cette posture moi je la trouve et les comédiens ont ce quatrième mur. Il y a une notion de quatrième mur qui est et en même temps c'est pareil dans le théâtre d'aujourd'hui, c'est des frontières qu'on commence à brouiller, donc tous ces codes je trouve qu'ils sont intéressants à connaître, mais pour pouvoir les transformer un peu, sinon c'est jouer, c'est ça qui me touche dans le domaine artistique. C'est compliqué. Enfin, Moi, la manière dont je parlerai de cette espèce de relation, c'est que j'ai l'impression qu'on fait comme un cercle avec les gens, et que du coup il y a quelque chose qui circule. Et là par exemple maintenant avec la caméra, je pense qu'on n'a pas le droit de parler d'une caméra quand on est filmé, il y a une espèce de tabou. Mais pour moi le cercle il est déchiré. Oui. Il y a comme un truc de l'énergie qui part comme ça là-bas, et qui fait que j'arrive pas vraiment à entendre, à réagir. Donc, alors c'est sur ton mauvais profil, c'est pour ça. En fait, si j'étais peut-être, on peut dire si j'étais comédien, peut-être que j'aurais l'habitude de construire un mur à un endroit et de me dire que... Bon, on le fait à des moments, mais... C'est compliqué parce qu'on a les mêmes termes en fait. Le terme du conteur, c'est le passeur. Donc c'est de passer une histoire, mais c'est de le passer, et c'est la différence que tu es en train de donner, c'est de passer avec sa propre identité, son propre sensibilité, sa propre histoire. Mais c'est vrai aussi pour le comédien. Mais le comédien, il doit s'attribuer un personnage. Ce qui fait que le personnage n'est pas forcément le conteur. Le conteur, c'est son personnage, c'est son identité. Le comédien doit composer un personnage avec ce qu'il est, certes, mais avec ce qu'est le personnage qu'il va interpréter. Donc on parle de quatrième mur, mais c'est déjà cette différence. C'est comme, alors, oui. Est-ce que, par rapport par exemple, au spectacle de Sully,
comédienne, il me semble qu'elle habite tour à tour des postures de comédienne conteuse. Elle est conteuse et des moments, pareillement pour Marc, à un moment donné, il est le vieux, on le voit jouer ce vieux-là. Mais elle va jouer à un moment donné la fille, elle va jouer. Mais je ne suis pas sûr. Elle joue, comment dire, on ne rentre pas dans une problématique enfin, je dis ça comme ça, bien, je n'ai pas réfléchi plus encore, c'est la discussion qui fait que. On ne rentre pas dans une problématique de fabrication. On va être sur une sorte d'archétype de vieux, de jeune. Oui, c'est cliché. Hein, c'est le voilà, côté, bien sûr. D'ailleurs, le mot qu'on utilise, nous, c'est on incarne un personnage. Et souvent, c'est très passager, en fait. Oui. On peut incarner un personnage sur un petit bout de phrase, et à ce moment-là, le serpent s'est dressé, il a dit quoi? Une toute petite souris, et ça dure quelques secondes. Et après, c'est très éphémère. Il n'y a pas un travail de personnage comme au théâtre. Non, où tu dois avoir cette continuité. Voilà. Tu vois, par exemple, mais hier. Ça dépend des spectacles. C'est toujours pareil. Ah, ça dépend sur du. C'est vrai, mais c'est vrai que j'aime bien qu'il y a une erreur de texte, par exemple, ou une bafouillerie, etc. Et le comédien va être hyper emmerdé sur ça. Tu vois, ou si il a des. Il va dire, mais comment j'ai oublié 3 vers, comment je fais pour le récupérer? Non, vous, non, parce que vous êtes dans ce rapport direct au public. Mais je ne sais pas, tu es très proche du texte? Non, pas tout le temps, mais c'est pareil, c'est vraiment hyper aléatoire. Par exemple, les contes coquins de la semaine passée, là, effectivement, peu importe que je bafouille, peu importe, je raconte jamais les mêmes histoires, c'est jamais dans le même ordre, je chante jamais les mêmes chansons. Enfin, il y a quelque chose qui est c'est assez libre. Je fais un peu ce que je veux parce que c'est aussi un tour de conte. C'est plusieurs histoires avec des rythmiques différentes, avec là la teneur d'une seule et même histoire. Et puis c'est parce que moi, dans ce que je travaille, j'ai envie de me rapprocher. J'ai envie de commencer à laisser le conte avec cette posture de conteur, avec ce rapport qu'on connaît. Et pareil, j'ai fait un spectacle qui s'appelait Quand je serai petite, où là c'était sur l'inceste. Et là c'est pareil, sur ce genre de thématique-là, je ne pouvais pas me permettre d'enlever le 4e mur avec le public, ou alors à certains moments, mais il y a des sujets comme ça où pareil, dans le jeu de ce truc avec le comédien, là, je ne peux pas être cliché. Il faut que ça soit fin, subtil et ça se rapproche d'un autre travail. Mais c'est pareil, c'est toujours entre deux eaux. À l'intérieur, je raconte l'histoire par exemple d'un roi qui dépaisse une petite fille. Mais là, je peux pas être cliché. Enfin, voilà, ça dépend vraiment de... Et sur ces endroits-là, oui, je suis très proche du texte. Mais c'est pareil, ça dépend. Est-ce que tu es encore dans le conte, dans ce rapport-là? Parce que par exemple, tu prends Podane, on est dans le rapport d'inceste. Oui. Et on reste sur une histoire de conte. C'est pareil, ça dépend de l'écriture, parce que du coup, j'ai ce que tu disais sur le squelette du conte, ou la structure ou l'ossature, qui est le conte à des codes. Et en même temps, dans la nouvelle à des codes, j'écris par bribes, énormément. Et toutes ces bribes-là, à l'intérieur, il va y avoir Il était une fois. À l'intérieur, il va y avoir de la poésie, il peut y avoir aussi des moments très modernes, il peut y avoir des énumérations, enfin tous les styles littéraires peuvent aussi se mélanger à l'intérieur d'une écriture pour arriver à retrouver l'ossature du conte. Voilà. Je vais reprendre un café. Non, mais par exemple, une chose qui est différente avec les comédiens, c'est que moi, je n'apprends jamais un texte par cœur. Ouais, ça, par contre, ça, c'est un point différent. Et pourtant, j'ai fait 7-8 versions de ce spectacle avant d'arriver à ce que je voulais. Mais du coup, une fois que je suis arrivé au niveau de l'écriture à ce que je recherchais, je ferme le machin et je ne le vois plus jamais. D'accord. Mais j'ai tellement travaillé dessus que d'une certaine façon, il est inscrit, mais les mots vont se bien. On est dans le ici maintenant. Enfin, je sais pas si vous avez l'expérience, mais des spectacles qu'on a beaucoup joué, comme la géométrie des silences, si je relis, tu vois, la version de laquelle je suis parti, donc la dernière version que j'avais écrite et qui me servait de base, si je la relis 10 ans après, ce qui est le cas à peu près, c'est sidérant. Toute la structure est identique. Mais les mots, ça... Mais tu écris quand même, tu passes par... Sur les grands récits, pas sur les contes, pas sur les contes courts. Oui, sur les épopées, les mythologies, les grands récits contemporains, les récits de vie.
qui apparaît de face. Il y a plusieurs choses qui me venaient en écoutant les différents propos. Une des choses, c'est qu'on a un problème, c'est que le mot conte, il veut dire au moins deux choses. Il veut dire à la fois un répertoire, et à la fois il parle d'une action, quoi, d'une manière de faire, d'une pratique. Le répertoire, c'est le répertoire traditionnel, les contes, les mythes, les légendes, qui peuvent être traités de plein de manières, y compris par le théâtre, quoi. Et la pratique, alors c'est là qu'on est à la définir, quoi. Moi je dirais, puis je ne suis pas du tout le seul à dire ça, mais que c'est de l'ordre du souvenir, plutôt que de l'ordre... Autant le théâtre va nous faire jouer quelque chose qui se passe maintenant, autant le conte c'est quelque chose qui s'est passé, ou qui ne s'est pas passé, mais en tout cas s'il s'est passé, c'est dans un autre temps, quoi. Et donc ce qui fait qu'on est là présentement ensemble, et en même temps on va puiser dans cette espèce de réservoir de mémoire corporelle. Et donc on est nous, et quand on pense à des personnages, on est habité par eux, mais comme si je pense à ma grand-mère en fait, et ben voilà, je la vois avec sa petite tête, avec ses petites épaules. Le seul fait que je pense à elle, je modifie un peu ma petite tête et mes petites épaules. Mais je fais pas exprès, j'essaye pas de devenir ma grand-mère, quoi. Donc c'est un petit peu ça, on est habité peut-être. Et après il y a comme un curseur, on peut être très très nous, avec des images comme ça qu'on garde à distance, ou alors on peut être complètement dans le personnage dont on parle, et dans ce cas-là on est presque à l'incarnation. Mais je pense que pour moi ce qui fait le conteur, c'est un va-et-vient entre ces postures. Je rajouterais que on peut être dans presque le comédien, pour ceux qui ont cette capacité-là. Il y a le conteur qui fait des va-et-vient, et le conteur il peut même aller jusque-là et devenir le journaliste. Tu vois, et ça, par exemple, sur les récits, enfin, quand dans un récit, tu as des moments extrêmement douloureux à énoncer, type inceste ou meurtre, ou je ne sais pas, enfin des choses comme ça, eh bien, on peut se mettre encore plus loin de l'objet qu'on raconte. C'est-à-dire presque devenir un journaliste qui dit, ben, le samedi à 14h45, il y a deux voitures qui sont percutées, il y a un mort. Non, mais lui, ça ne lui fait rien, le journaliste. Hein. Il constate, c'est tout. Et puis on peut aller jusqu'à faire celui qui conduit la voiture et qui... Moi, je peux vous montrer ceci. Mais effectivement, ouais, il y a ce va-et-vient. Complètement, c'est... Et sans arrêt, en fait, un gros... Enfin, moi j'ai l'impression que dans une même phrase, Ouais. même si physiquement on reste à la même place, mais on est en aller-retour de distanciation, moins de distanciation. Et on se disait ça par rapport à ton spectacle, que toi tu as tendance à faire des cotes un peu. C'est-à-dire que tu es complètement personnage, d'un coup, pouf, tu deviens narratrice, pouf, tu redeviens personnage. Chez toi, c'est beaucoup plus difficile de dire à quel moment tu es où. Si vraiment on analysait, on le voit, on le sent, mais ça se... On a tous un peu nos bouffes. Dans les va-et-vient, ce qui est venu, ce qui m'a surpris, c'est quand vous avez hier lu sur ensemble, c'est que vous avez tous ce même répertoire en tête. Vous avez beaucoup d'histoires. C'est comme si être conteur, c'était d'abord bien connaître ta grand-mère et pouvoir être des personnages comme ça qui sont des personnages du quotidien. Et puis c'est plein d'histoires que vous avez en commun, qui seront racontées différemment sur les personnalités. Mais il y a ce pot commun de contes que vous connaissez tous. Moi j'entendais Marc dire, celui-là vous le connaissez tous, toi tu as pu intervenir sur les trois milliards. Ouais, enfin c'est plus complexe que ça, c'est un tel répertoire, c'est des dizaines de milliers d'histoires, peut-être plus, je ne sais pas. Enfin, donc non, il y a quelques histoires qui sont un peu des histoires types, quoi, tu vois, qu'on connaît plus ou moins d'ailleurs les uns les autres. Hein. Tu demanderais de raconter Peau d'âne, oui, ça serait pas glorieux. Hein. Comme ça, là, roule pour point. Mais après, c'est plus dans les... On a tous un répertoire adapté aux apéros-contes. Tu vois ce qu'on a fait hier, avec des petites histoires. Enfin, tous. Parce qu'on travaille ça, parce que ça nous est souvent demandé. Et c'est vrai que sur ce répertoire-là, enfin, sur cette forme-là, ouais, là, on peut avoir des histoires qui se recoupent, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des histoires. Et une notion de culture, je crois aussi. Enfin, moi personnellement, je suis incapable de raconter l'histoire d'un lion dans la savane, j'en ai jamais vu. Enfin, c'est aussi ce qui nous touche. Là, ce qui nous lie peut-être un peu tous les quatre,
c'est qu'on est un peu tous occidentaux quand même. Je pense qu'on irait faire un apéro en Afrique, il y aurait Avec autre les chose. griots, Enfin, voilà, mais le répertoire est aussi peut-être lié à un territoire quand même. Même en Irlande. Oui, Si voilà. on compte en Irlande, ils ont vraiment des répertoires, des histoires que j'entends pas ici. Ouais. Effectivement. Puis ça, c'est le moment là où du coup ça, pour parler d'écriture et d'oralité, c'est le moment où les histoires nous tombent dans l'oreille. C'est ce genre de petites histoires, on les entend dans un festival, un apéro, on les retient, on les raconte. Donc ça, c'est typiquement des histoires des petites graines qui tombent, qui poussent facilement. Puis tu as d'autres histoires qui sont de notre répertoire vraiment, qui là nécessitent une culture plus longue, entre le moment où la graine tombe et le moment où on la jardine, où ça pousse. Parfois c'est 15 ans, ou parfois ça va être 1 an ou 6 mois, mais en tout cas là, ça demande vraiment que ça tombe dans notre terreau intime à nous et que ça pousse. Voilà. Et c'est pas tout à fait le même répertoire. Et ce qui veut dire qu'en fait, vous copiez à un moment, il y a des choses de chacun qui revient sur le... Oui, dans mais le pot commun. qui sont retravaillées, qui ressortent différemment, même si elles ne sont pas retravaillées vraiment, mais elles ressortent différemment parce qu'une histoire, elle est nourrie par ce qu'on est nous, par notre passé, par nos peurs, par nos joies, par tout ce qu'on est. Je crois qu'une histoire, c'est d'abord une histoire d'écoute. C'est-à-dire qu'on entend et on écoute tous les choses différemment. Donc une même histoire, chacun va l'entendre d'une autre façon. Et on travaille à partir de ce qu'on entend, de ce qui nous parle à nous. Donc une même histoire, tu peux très bien, chacun va l'entendre et chacun va en faire autre chose, va mettre l'accent sur autre chose parce que ça va toucher chaque personne à un endroit différent. Et vous n'avez jamais un problème de plagiat? Parce que du coup, si dans 15 ans, il y a quelque chose qui sort d'un de vos spectacles, vous n'allez pas dire, bah ça c'est mon spectacle. Moi, ça m'est arrivé une fois. Une fois où c'est une histoire qui vient justement d'Afrique de l'Ouest, qui m'avait été racontée par un conteur de là-bas. Et je l'avais totalement transformé, pour raconter quelque chose d'assez intime en plus. Mais en gardant la structure de l'histoire, les personnages de l'histoire, etc. Et 3 ans après, je retourne dans ce festival au Burkina Faso et j'entends un conteur nigérien qui était invité au festival, qui raconte ma version de l'histoire, mais jusque dans les intonations. Parce qu'entre-temps, j'avais enregistré l'histoire, elle est sur le CD là, et lui, je ne sais plus si je lui avais offert le CD ou pas, il avait appris par cœur, toutes les intonations, tout ça, donc c'était exactement la même chose. Alors là, je suis quand même allé le voir, je lui ai dit, c'est pas grave, mais il faut pas que tu fasses comme ça, quoi. Il faut vraiment que tu te réappropries l'histoire, et que tu en fasses ta version, toi, parce que sinon c'est... Disons que ce serait plutôt le fait soit d'amateurs qui pratiquent le conte et qui vont, voilà, au début longer un peu le mur, je dirais, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore totalement autonomisés par rapport, donc ils restent proches de ce qu'ils ont entendu, et après tout c'est respectable aussi, c'est comme faire des gammes, reproduire quelque chose pour petit à petit dégager son style. Oui. Et après, bah, ça peut être une maladresse, Oui, voilà. ça. Mais c'est assez peu courant. Ce qui se passe le plus souvent, ça va être plutôt des réminiscences. Tu vois, par exemple, hier, Julie, c'est rigolo, à la fin de son spectacle, je lui disais, c'est marrant, il y a 2 images, parce qu'elle m'avait entendu conter l'histoire dont elle a fait un spectacle, moi c'était beaucoup plus court que ça, et il y a 2 images que j'ai retrouvées de ma version, que je pense qu'elle avait entendue. Je me rappelle absolument. Mais voilà, c'est ce que je disais avant, sans doute, tu t'en rends absolument. Tu sais absolument pas d'où ça vient. Voilà. C'est les notions de souvenir. Mais c'est des choses qui tombent, voilà, tu as entendu une image et elle va ressurgir. Et ça, bon, bah voilà, ça circule entre nous. Et... Ça, c'est plutôt joyeux. C'est plutôt joyeux, voilà, c'est plutôt joyeux comme idée. Ça fait, c'est se rendre compte aussi qu'on arrive à toucher certaines personnes. Enfin, voilà, c'est chouette. voilà, c'est ça. Je trouve ça... C'est étonnant comment, en fait, moi ça me frappe toujours cette histoire-là, qu'on peut raconter une histoire de 20 minutes avec une anecdote, des péripéties, bon, un truc un peu comme ça, qui se déploie, quoi. Et peut-être 1 an ou 2 après, tu viens de raconter cette histoire sur une femme qui n'accepte pas la mort de son mari, tout un truc un peu tragique, long. Et puis quelqu'un 2 ans après vient de dire, est-ce que tu racontes l'histoire de la petite robe à fleurs? Mais si, tu sais, l'histoire là, à un moment, il y a une petite robe à fleurs. Et en fait, c'est juste, voilà, cette personne-là, elle a retenu qu'à un moment, je dis, voilà, que maintenant elle s'habillait en noir, avant elle s'habillait avec une petite robe, on aurait dit qu'elle s'était roulée dans les fleurs des champs au printemps, qu'elle en avait gardé toutes les fleurs sur sa robe. Elle a gardé cette image. Elle a gardé cette image de 20 minutes d'histoire. Et il faut accepter ça, en fait. C'est-à-dire qu'il faut accepter que parfois, ce que les gens mémorisent, ça ne va pas être une trame d'histoire ou une anecdote. C'est une image, c'est quelque chose qui les a touchés sensitivement dans leur mémoire. Donc ça, je trouve, c'est au cœur de notre métier, cette acceptation-là.
Mais ça me fait penser aussi, on revient à la notion de transmission quand même et d'oralité. Enfin, on est sur quelque chose où mais je suis très contente quand je vois des jeunes conteurs qui me font ça t'embête pas si je peux raconter telle histoire et puis celle-là elle vient d'où et je trouve ça super. Du coup c'est revenir surtout sur les tours de conte. Enfin, c'est le but du jeu quand même. Moi je trouve c'est d'échanger des histoires aussi. Je me rappelle j'avais eu François en Suisse il y a peut-être 10 ans maintenant. Et tu avais raconté l'histoire de Marie. Et à l'époque, moi, je travaillais sur le coquin. Et bon, des histoires qui nous touchent en coquin, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Et j'avais entendu... Enfin, moi, il y en a... Enfin, c'est pareil, c'est des histoires d'amour. On peut travailler sur un répertoire. Et puis, bon, on peut en écumer avant qu'il y en ait une qui te traverse et que tu te dises, bon, celle-là, peut-être... Et je me rappelle, Marie m'avait touchée. Et j'ai essayé peut-être pendant 2-3 ans, je l'avais appelée Charlotte, tout ça, tu l'avais entendu, je crois d'ailleurs après à Rennes, j'ai arrêté de la raconter parce que j'y arrive pas. J'ai pas réussi à me dégager suffisamment de ce que tu avais fait, et je m'y retrouvais pas en fait, donc je l'ai raconté un peu, je l'ai travaillé, et petit à petit je l'ai laissé. Et c'est pareil, ça a donné autre chose. Mais des fois, voilà, il y a des trucs qui se prennent, et puis, bon, en fait, non. Oh, puis en fait, si. Et peut-être que j'y reviendrai dans 5 ans, parce qu'il y aura... Mais ouais, c'est la transmission, j'aime bien, moi, cette notion-là, quand même. Je crois en tout cas qu'on est touché par la résonance d'une histoire avec la personne qui la raconte. Et sans ça, là, on peut arriver peut-être à notre thème de la journée, parce qu'on échangeait un peu avec Marc, par exemple, là-dessus. Je sais que ça m'est très difficile. C'est très rare que je puisse raconter une histoire juste en l'ayant lue. Ça peut m'arriver de lire un conte plein de fois, ça ne me donne aucune envie de la raconter. J'entends quelqu'un qui la raconte, et d'un coup, je sens où ça résonne en lui, et ça me touche dans cette résonance-là. Et c'est ce petit endroit-là de l'histoire, comme j'évoquais la petite robe de printemps, voilà, c'est peut-être un petit endroit de l'histoire qui va être cette petite graine qui tombe et qui fait que je vais pouvoir la raconter. Mais ce n'est pas forcément l'ensemble de l'histoire, même si je vais garder l'histoire elle-même. Mais ça a été ce moment où quelque chose a vibré, je sais pas, entre l'histoire, la personne, le public, moi, le moment de ma vie. Et ça d'un coup, ça va me permettre de raconter. Alors que souvent, quand je lis, c'est un peu une matière sèche, enfin, c'est quelque chose... Enfin, ça dépend. Alors voilà, par exemple, là, j'ai travaillé sur un spectacle sur des histoires de Galeano, Eduardo Galeano, donc Marc aussi raconte un peu des choses de Galeano. Mais Galeano, il y a une écriture où on le sent, il est là. Il est là, on le sent, Galeano, il est quelque part, c'est presque le conteur est là, quoi. C'est presque palpable, c'est presque m'entendre une histoire, dire Galeano. Alors que souvent, dans les transcriptions qu'on lit, on a des choses un peu sèches. Il y a beaucoup de bouquins de contes, de collections de contes. En fait, c'est pas, ça cause pas tellement. Hein. Bon, Gougo, c'est autre chose. Les Gougo, c'est Gougo. C'est pas forcément bien écrit. Les collections chez Milan, il y a pas de collection de contes, Milan de contes, chez Grun, tout ça, qui sont des outils pour nous parce que c'est de la matière de trouver des histoires. Tu lis ça, c'est pas très inspirant, quoi. Enfin, c'est... Ouais. Donc je trouve, enfin pour moi en tout cas, c'est d'entendre un conteur en Irlande, en France, n'importe où, d'un coup j'entends une histoire et là, ça y est, je peux la raconter. Après j'ai besoin, comme tu dis, de casser la version que j'ai entendue, m'en défaire, des fois c'est pas facile, ça prend du temps, mais ça vient. Et c'est pareil, c'est un va-et-vient, je trouve. Toi tu disais que par contre tu travaillais plus de sources écrites, majoritairement. Oui, parce que moi j'ai beaucoup de mal, si j'entends un conteur ou une conteuse qui me touche avec une histoire, j'ai un mal fou à m'en dégager. Mais vraiment, c'est pire que difficile, j'ai vraiment un problème avec ça, quoi. Donc du coup, je fais très attention. Et éventuellement, ce que je fais, c'est que quand ça m'arrive, je note l'histoire et le nom du conteur, et puis je laisse en vrac sur dans le coin des étagères, puis un jour je retourne dessus ou pas, puis là, le temps a fait son travail de gommage, donc après je peux bien. Mais non, je parle soit de toute façon, de contes vraiment, moi je ne raconte que des choses courtes maintenant. C'est très rare que j'ai des histoires de plus de... Enfin, en dehors de la mythologie, hein, mais en dehors des mythologies, mes histoires elles font entre 4 et 7 minutes. C'est très court. Donc j'ai pas besoin de... Je tombe sur un texte de Galeano, ça me parle tout de suite, et là je vais marcher dans la forêt, et je lis mon histoire, je école comme ça, quoi. Et puis c'est vraiment après, en les racontant, je trouve qu'elles s'écrivent, quoi.
Alors ça, c'est pas génial par rapport au théâtre. C'est-à-dire que nous on peut vendre des choses qui ne sont pas abouties. Et puis ça se travaille en même temps. Et elles sont abouties parce que réellement, ça, c'est quand même comme ça qu'on découvre les histoires. Même sur les grands récits, par exemple sur 42, 195, là c'était la première, ben, c'est incroyable le nombre de choses que j'ai découvertes sur ce récit en le racontant pour la première fois. Même si j'avais évidemment beaucoup travaillé avant, je l'avais raconté en sortie de résidence, des choses comme ça, mais c'est vraiment cette confrontation au public qui fait que voilà, ça va nourrir, ça va... C'est d'ailleurs un problème pour les gens, puisqu'il est compliqué de faire un stage, pour les gens qui ont des pratiques pas professionnelles, c'est-à-dire irrégulières et parfois qui n'ont pas tellement l'occasion de rencontrer dans les gens, c'est que c'est vraiment, effectivement, tu peux travailler un peu pour toi, tout seul, bon, mais le vrai travail, il commence dans la rencontre. Pepito Mateo dit il faut raconter peut-être 30 fois une histoire ou un spectacle pour que le spectacle commence à se faire et à exister dans sa forme finale, en tout cas. Puis les mots restent. Et les mots, voilà, et puis ça se polie, c'est vraiment un truc qui se polie petit à petit, qui a besoin de temps. Donc c'est vrai que c'est une difficulté, enfin, quand on transmet, pour les gens, d'un coup, on leur demande de raconter devant un groupe une fois, bon. Et puis il faudrait, voilà, enfin, après qu'ils racontent à plein de gens, qu'ils le fassent plein de fois, puis c'est comme ça qu'on travaille. Vu que c'est pas du par cœur, et ben, c'est ça, il faut que ça se... à un moment, j'apprends pas mes textes par cœur ou sur les contes coquins, quoi, mais à un moment donné, il se fait, il existe, voilà, il bouge plus, et puis il bouge plus vraiment, parce que du coup, bah, c'est à force de le raconter que bah, ce mot, il sait pas ce qu'auto-choisit en fait, le mot. Il va bien dans la rythmique, il va bien dans la phrase, il revient plusieurs fois, bon bah c'est celui-là, alors il n'y a pas... C'est l'écriture orale, quoi. Et c'est un travail qui se fait malgré nous, c'est ce que tu disais Marc, moi j'écris pas, mais quand je réentends des versions enregistrées, par exemple, je sais pas, d'un conte que je raconte ce soir d'ailleurs, et j'ai une version, je sais pas, il y a 12 ans au Québec, c'est pas possible, et en fait j'ai pas l'impression de l'avoir travaillé entre temps, enfin je l'ai raconté, mais j'ai pas l'impression de l'avoir mis, bon il faut que je le réécris, c'est juste dans le travail oral que ça s'est élagué, que ça s'est mis en place, quoi. Et c'est pareil avec la gestuelle qui va avec, enfin, parce que elle s'écrit aussi sur le moment, sur l'instant. C'est hyper compliqué d'être... Juste dès le début. Bah ouais, puis de se dire, bon bah alors là, dans mon positionnement sur le plateau, comment je suis, qu'est-ce qui va avec, c'est petit à petit que les choses, elles se figent, c'est hyper intéressant. Mais je crois que c'est un peu enfin moi c'est ce que j'appelle un peu l'écriture au plateau en fait. Et du coup, le comédien, ça va être des répétitions infinies sur l'intention, le mot, etc. Et le conteur a la permission, effectivement, de le faire en direct. Et c'est hyper agréable. Et ça fait des bonnes surprises. Et c'est aussi l'endroit de fragilité permanente. C'est aussi... Il y a des moments, quand tu es trop en sécu, des fois, je me surprends à penser à autre chose, à m'ennuyer, et c'est hyper dangereux, ça, j'aime pas du tout. Donc des fois, c'est se remettre en danger en disant « Allez, là, je vais me faire une petite surprise à moi-même, je vais changer ça. Oh zut, ça n'a pas marché. Bon, je ne le ferai plus. » Ouais, c'est amusant, parce que le comédien peut être en distance par rapport à ce qu'il joue. Et même une forme du travail du comédien, c'est d'être présent, mais d'être dans ce regard presque du personnage en marionnette, enfin, dans une distance. Si vous n'êtes pas, dans ce que tu dis, directement en investissement public, dans ce rapport-là, ça ne fonctionne pas. Ah oui, moi j'irais même au-delà de ça. Enfin, là c'est un avis très personnel, mais si je commence à me regarder et raconter, je sais que c'est faux d'un bout à l'autre. C'est pas ça, ouais. Il n'y a plus la sincérité, il n'y a plus le métrique qui sont plus là. Enfin, voilà, oui, c'est quelque chose. Et après, on tombe facilement dans le cabotinage. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du travail en amont. C'est-à-dire que je travaille avec quelqu'un qui me donne. Non, je travaille avec quelqu'un qui me donne le regard. Il y a des spectacles où on travaille avec un metteur en scène, entre guillemets, ou un metteur en jeu, mise en jeu, on va dire, plutôt mise en scène parfois. Mais il y a tout un travail quand même qui peut être fait déjà, qui concerne le rythme, qui concerne le texte, élaguer des choses, qui concerne l'occupation de l'espace scénique. Après, c'est vrai que pour nous, ce qui fout le grand bazar, c'est la rencontre avec le public, parce que là, pour nous, elle est vraiment de plein fouet, quoi. On prend la vague, et on est obligé à ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose de très juste, si cette chose juste ne prend pas en compte la présence du public, elle n'est pas juste. Voilà. Donc on est obligé d'intégrer cet élément-là en live, et d'un coup, il vient perturber effectivement beaucoup de choses. On a peut-être moins que... Oui. C'est l'adresse, je dirais, par rapport au comédien, il y a quelque chose qui est différent, qui est l'adresse. Fondamentalement, c'est-à-dire je viens, je vous parle, je m'adresse à.
Ouais, on est dans ce direct-là. Avec cette mise, alors c'est la recherche du comédien aussi, mais cette mise en danger, hein, qui n'est pas d'être automatique, mais vous c'est encore plus fort parce que imaginez un public figé qui ne réagit pas du tout, enfin voilà. Mais tu sais, ça c'est vraiment intéressant. Où j'ai raconté devant des gens qui sont, pour faire simple, des gens qu'on appelle des légumes, hein, qui n'ont plus de moyen de réagir, de montrer s'ils sont touchés ou pas, ils sont allongés, inertes. Et puis, il faut raconter, voilà, tu racontes. Et c'est super intéressant justement de chercher quand même la rencontre. Et même, c'est parce que, je veux dire, ils sont vivants ces gens, donc forcément, rien qu'à entendre une voix, il se passe quelque chose en eux. Sauf qu'eux, ils ne peuvent pas prendre ce qu'ils ressentent. Mais on peut faire ce même travail. Tu vois, on peut vraiment, si on fait abstraction de soi-même, voilà, oui, c'est pas valorisant, il n'y aura personne pour dire que c'est bien, même pas en faisant un petit clin d'œil comme ça, rien du tout. Mais tu peux imaginer que l'histoire est forte. Si tu es sûr que l'histoire est forte, il n'y a aucune raison que ça ne touche pas ces gens-là. Puis l'énergie communicative, si toi ça te touche, Oui, nécessairement ça te touche. Et donc c'est possible, et ça ne peut. Moi je trouve que c'est tout à fait dans le rôle du conteur d'être dans cette relation-là, ou de raconter. Bon, j'ai beaucoup travaillé avec des personnes autistes, de raconter à des personnes dont tu ne sais absolument pas ce qu'ils retiennent de l'histoire, ce qu'ils en comprennent. Tu sais qu'ils vont en comprendre quelque chose, mais qui peut être très éloigné de ce que toi tu mets dans l'histoire. Et c'est pas grave, hein. C'est aussi un art de la liberté, le conte, je trouve. Le conteur, il propose quelque chose. Ouais, voilà. Après, les gens prennent cette chose-là, chacun à sa façon, ils ont le droit de ne pas la prendre aussi, hein, c'est pas dramatique. Mais le conteur, pour moi, il s'arrange pour que cette chose-là puisse être prise. Voilà. Et avec chaleur. Voilà, je ne sais pas comment dire ça. En tout cas, on progresse quand on arrête de vouloir être compris, je pense. Ah oui, ça, c'est ça. C'est pas ça l'enjeu, en fait. C'est être reçu. Mais être compris, c'est autre chose. Une vraie sensibilité, même dans l'histoire. Ça peut être un souci quand on commence typiquement, on va mettre trop de mots parce qu'on veut être compris. C'est-à-dire que, le conte, c'est quoi si je dis le mot table et qu'on ferme les yeux? On va tous voir une table différente. Tous ronds, carrés, classique. Donc, on travaille avec ça dans le langage du conte. C'est-à-dire qu'on travaille avec la suggestion. On donne le moins possible. Enfin, nous, on donne le moins possible pour que ce soit le plus vaste chez les gens qui reçoivent. Donc pour moi, c'est vraiment ça, cet espace-là de réception, effectivement, qui peut se manifester par des rires. Bon, ça, c'est au début, c'est pareil, quand on commence, c'est rassurant d'avoir des réactions. Parce que ça, bon, si ça y est, on est reçu, et ça rigole. Bon. Et après, ça prend de la confiance d'arriver effectivement à faire ce que tu évoquais là, c'est-à-dire de se dire, mais je suis reçu, enfin, j'écoute, il y a quelque chose, une connexion qui se crée, je donne quelque chose à recevoir et je suis reçu, même si. Voilà. Et je pense que ça, c'est important aussi pour nous dans notre travail, de se dire, c'est donner le petit peu qu'il faut pour que ça ouvre grand les choses. C'est une des raisons pour laquelle on entre très rarement dans la psychologie des personnages. C'est très rare qu'on décrive les sensations que ressent un personnage. Tu vois, les émotions, oui, on énonce des faits en fait. Puis chacun entend et se dit, ah ouais, donc lui, il doit ressentir ça, puis le voisin, il se dit, bah non, lui, il doit ressentir ça, puis le troisième, oh, lui, il doit ressentir ça. Tu vois, c'est vraiment, on ne fait que proposer en fait, on ne fait qu'énoncer des choses. Et puis chacun se refait son film dans sa tête. Il y avait Ralph Nataf, un conteur en région parisienne, qui racontait cette anecdote. Je crois que c'était quand il bossait dans l'animation, il était toujours avec les mêmes gamins. Et donc il leur racontait régulièrement des histoires. Et une fois, il leur dit, bon, est-ce que vous voulez entendre une histoire que vous avez déjà entendue? Et il y a un gamin qui dit, oui, je voudrais bien celui avec le pantalon qui parle. Ouais, vraiment, vous cherchez, il ne voyait vraiment pas un pantalon qui parle. Il dit, mais oui, si, il y a une lampe et tout ça. Le jean. C'était le jean. Mais en fait, non seulement le gamin il voyait un jean qui parlait, un Vénus qui parlait, mais en plus ça lui avait tellement plu qu'il voulait réentendre l'histoire. Donc
Donc c'est vrai, les images nous échappent. Mais ça a été tout bon, vous êtes en direct avec ça, mais ça a été tout le sens de l'écriture, enfin de l'art, enfin d'être entre une histoire qu'on raconte avec un sens qu'on veut donner. Je pense théâtre, théâtre années 50, années 60, très engagé, très, etc. Et c'était le discours qui primait. Avec l'arrivée, parce que ça a apporté aussi, plus sûr parce que j'ai passé 3 jours avec des danseurs, mais ça a été aussi l'arrivée de la danse, je pense aux années 80, où on est parti au-delà du sens, au-delà du récit, au-delà de ce qu'on raconte, pour ramener de l'émotion, ramener de la sensibilité. C'est-à-dire que les gens dansaient, voyaient des corps sous voix, etc., comprenaient pas l'histoire et c'était pas important, il y avait ce qu'ils ressentaient. Alors bon, il y a des excès, je pense qu'on est dans un excès, mais j'étais avec une danseuse qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire au niveau de cette technique et tout le travail, puisque je mettais en scène un travail d'écrit par rapport à la danse, mais tout son travail c'était de dire surtout on ne doit pas comprendre. Or bon, il y a des limites dans tout ça, je veux dire que, et on est arrivé à des compromis parce que c'était quelqu'un d'hyper intelligent, mais puis de doué, mais voilà, c'est à la limite dans ce qu'on est en train de dire, c'est presque l'objet final, je pense à, comment il s'appelle cette histoire, où c'est la luge qui restera le souvenir principal du comédien. Citizen Kane. C'est ça. C'est presque un détail de l'histoire, mais avec de la sensibilité que ça représente, ou de l'émotion que ça a procuré qui va rester. Je pense, si je peux rebondir sur ce que tu dis, qu'on est dans une posture un peu différente des conteurs traditionnels aussi d'autrefois, dans le sens où autrefois il y avait un enjeu de mémorisation, c'est-à-dire que les histoires survivaient, se transmettaient par mémorisation à partir de l'oral. Et donc il y avait cet enjeu-là quand on racontait une histoire, voilà, qu'elle se perpétue. Aujourd'hui, on est dans des circonstances un peu différentes, où il y a l'écrit, où il y a les captations vidéo, CD, etc. Et où du coup, je pense qu'on s'autorise aussi en termes de narration des choses qui n'ont pas forcément vocation à être mémorisées. Je pense par exemple des spectacles de quelqu'un comme Pepito Matteo, qui est quand même un des grands conteurs contemporains. Bon, Pepito, je ne pense pas que ces spectacles soient faits pour être mémorisés. Voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment une écriture. Et il y a beaucoup de conteurs comme ça qui travaillent du coup sur des écritures créatives, on va dire, qui utilisent aussi des outils techniques, des outils narratifs empruntés au cinéma, à la BD, enfin, tout ce qu'il y a eu entre-temps aussi, le montage du récit, etc., qui font que ça les rend peut-être plus difficiles à mémoriser, plus difficiles de se les approprier. Mais voilà, aujourd'hui on peut faire ça parce qu'il y a cette dimension scénique du conte qui n'existait pas forcément avant. Et puis parce qu'on n'a plus forcément cette vocation à transmettre des choses voilà, dont l'objet est la perpétuation d'un même récit. Je pense qu'il y avait peut-être ça. Il y a beaucoup d'autres disciplines aussi qui viennent. Enfin, moi j'ai toujours Je vu. veux dire, excuse-moi, tu veux dire que c'est devenu une dimension plus artistique que Oui, Les enjeux sont pas les mêmes. les enjeux sont plus tout à fait les mêmes. C'est-à-dire qu'on peut se permettre, en étant conteur, par rapport à notre responsabilité, si tu veux, de conteur, se dire, bon, je suis là, à s'autoriser des choses en disant, c'est pas grave si les gens ne retiennent pas l'histoire. Tu vois, ce que je disais, je suis content s'ils retiennent la petite robe de printemps. Alors qu'avant, pour que les contes se perpétuent, il fallait bien que les gens, tu vois, un colporteur passait dans un village, racontait une fois une histoire à la veillée. L'idée, c'était que l'histoire trouve un terrain fertile pour être racontée ensuite. Le colporteur partait, l'histoire restait. Il fallait qu'en une écoute, les gens aient cette capacité ensuite à la raconter. Et moi, je le ressens, ça m'arrive, par exemple, en Irlande, où il y a encore vraiment cette dimension très traditionnelle du conte, d'entendre une histoire, elle me tombe une fois dans l'oreille, et je peux la raconter. Et ça, c'est un vrai art du conteur, d'avoir quelque chose de tellement clair dans son récit, présent, clair, etc. Tu l'entends une fois, tu peux la raconter. Et l'autre aspect de l'art du vrai conteur, que je ne prétends pas du tout être à ce niveau-là, c'est d'avoir des histoires pour chaque moment. Oui, aussi. Oui, et les contes d'éducation, ça c'était extraordinaire. Pour les saisons, c'est-à-dire que, tu vois, tu avais un enfant, il faisait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, même si c'était pas grave, il y avait toujours quelqu'un de la famille qui allait lui dire, non pas, il ne faut pas faire ça, et lui dire, écoute. Et qui racontait une histoire, qui mettait en scène un personnage qui faisait une chose qu'il ne devait pas faire. Et ça, c'est hyper fort. Moi, je me souviens de Robert Nanard, avec qui j'avais fait un spectacle, là, qui est donc burkinabé. Et il me
racontait qu'une fois enfant, en revenant de l'école, il traversait les champs là, de manguiers, et puis c'était l'époque où les manguiers étaient mûrs. Et il est monté dans un arbre pour prendre des mangues, parce que c'était juste juteuse à point et tout, et puis il était en train de s'empiffrer de mangues comme ça quand il a entendu une voix en bas qui a fait et c'était le propriétaire du champ. Et donc il a eu vraiment peur de se faire frapper, quoi, parce que c'était dans les années 50, ça rigolait pas trop. Et il est descendu et le propriétaire lui a dit assieds-toi. Il s'est assis le long de l'arbre, le propriétaire lui a raconté l'histoire sur le vol. Et maintenant je peux dire. Et en fait il s'est fait frapper mais par son père. Et ça c'est très intéressant moi je trouve parce que enfin, en ce moment c'est aussi le sens des mots d'où viennent les choses. Il y a plein de choses maintenant qu'on ne sait plus. Je jardine énormément et je découvre des livres où, par exemple, pourquoi une fleur s'appelle comme ça. L'origine du dahlia, par exemple. À l'époque, c'était les pommes de terre. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission. C'est beaucoup de savoir. Beaucoup de savoir. C'est énorme, c'est très culturel en fait. C'est de la culture générale. Et donc, alors il y a le sens il y a le conte un peu de morale, effectivement à valeur éducative. Il y a le conte à valeur de savoir. Sur les saisons, le temps, d'où vient l'heure, de chaque petite chose de notre savoir, il y a une histoire qui en découle, qui est derrière. Et ça, je trouve ça magnifique. Enfin, c'est hyper poétique en fait. Tout est histoire. On vient d'une histoire. Et à la limite, on s'en fiche qu'elle soit vraie ou pas, parce que dans les contes éthologiques, c'est pas de poésie pure. Pourquoi la mer est salée, pourquoi la mer est bleue, pourquoi c'est. Mais c'était, ça nourrissait l'imaginaire, ça nourrit toujours. Pour repartir sur ce que tu disais, je repensais à Dan Yashinsky, qui est un conteur canadien anglophone que Marc avait invité à un festival en France, que j'avais rencontré au Canada. Et ça fait partie de ces conteurs, effectivement, qui ont vraiment une histoire pour chaque moment de la vie, ce qui n'est pas notre cas à nous. Moi, par exemple, je serais plutôt d'une école, Michel Hindenock, un autre conteur, dit qu'un conteur qui a une nouvelle histoire chaque année, a 50 histoires à la fin de sa vie, et ça suffit. Bon, ça c'est le point de vue de Michel. Michel, c'est vraiment quelqu'un pour qui les histoires doivent tomber en nous, ça doit prendre le temps, c'est lent, c'est un processus, voilà. Et puis, effectivement, il y a des conteurs comme Dan qui ont la mémoire aussi pour ça, et moi, je me rappelle d'avoir accompagné à l'aéroport, et jusqu'au moment où il allait passer le portique pour disparaître, il racontait une histoire. Il prenait un café, il racontait une histoire. On parlait de sa mère, il racontait une histoire. Et je pense que c'est aussi des choses qui aident à vivre, enfin, qui structurent la vie. Et là, on a tous un peu des natures dans le métier de conteurs différents. Moi, j'ai peu d'histoires par rapport à Dan, parce que je suis plutôt quelqu'un, effectivement, qui veut travailler les histoires. Il y a un petit côté film, quoi. J'en fais un petit film. J'ai besoin de temps. Mais j'admire des gens comme Dan, comme Joël Banissi, des conteurs comme ça extraordinaires. Moi, je trouve qu'il y a l'âge aussi qui fait beaucoup. Enfin, mon point de vue sur même qu'est-ce qu'un conteur, qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, non, mais quand j'avais 20 ans, j'aurais défini un conteur d'une autre manière. À la trentaine, je le définis d'une certaine façon. J'essaye d'aller vers un travail qui est en train un peu de changer. Je suis certaine que dans 5 ans, j'ai encore changé de point de vue, à 40 pareil, et à 50 la même. Enfin, autant une histoire va évoluer, autant même mon rapport à ce métier-là évolue en permanence. C'est pas du tout figé, j'ai pas d'avis arrêté en fait. Ni sur l'écriture, ni sur la posture du conteur, ni sur... C'est l'expérience qui est en train de définir ce métier-là pour moi. Et c'est hyper intéressant, je trouve, d'aller travailler avec d'autres conteurs de différents âges, et c'est pareil pour un homme, et c'est pareil pour une femme, et c'est notre individualité, notre singularité est mouvante, et nos histoires le sont aussi. Enfin, il y a quelque chose qui est incroyable, je trouve. Raconter des contes coquins, à 20 ans, je trouvais ça chouette, à 30 ans, je commence à trouver ça un peu ennuyeux, à 40 ans, je suis pas sûre que j'aurais envie de le faire. Même le répertoire, c'est mais à 70. Mais à 70, peut-être que je serais bien contente. Il y a une énergie d'intimité, on va dire. Ouais, et puis de la vie, de ce qui nous arrive. Pareil, là, j'ai été maman, et ben ça fait 3 ans. Ok, je veux bien faire du spectacle pour enfants. Pour le moment, j'ai toujours travaillé avec des adultes. C'est ce qui se passe dans nos vies font que ça influe aussi énormément sur... mais c'est pour toutes les disciplines artistiques. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Sauf qu'on a le droit de
changer de métier plusieurs fois à l'intérieur de l'office. Ouais. Voilà, c'est pas mal. Mais ma question tout à l'heure, c'était il y avait les amateurs, il y avait comment on copie, comment on a sa grand-mère. Et je me dis comment on devient un conteur finalement. Donc ça a ramené à votre propre expérience, hein, mais voilà. Moi j'ai 3 versions différentes. Ouais, c'est ça. Et elles sont On toutes peut- les 3 Elles vraies. sont pas finies. Elles sont toutes les 3 vraies. Tu peux bien te donner les titres? Non, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent et du coup j'y ai pas mal réfléchi, mais je ne sais pas s'il y a des gens pour qui c'est une évidence. Peut-être la chose commune entre les 3 versions que je donne, c'est le rapport au silence. Au silence de mon enfance, au silence après, moi j'étais ébéniste au silence quand tu es tout seul dans ton atelier 12 heures par jour. Et, voilà. Donc je pense que ça a un rapport avec ça, l'envie de faire quelque chose de ce silence. Quoi. Et l'envie pas de le remplir, parce que plus ça va, plus au contraire je le désemplis, mais de le nourrir en fait, de le nourrir. Tu vois, je parle du piano, là, dans le spectacle, moi j'ai passé des heures enfant à jouer sur ce fameux piano dont je raconte l'histoire, autodidacte, je n'avais pas de professeur et tout. Et en fait, comme on ne pouvait pas parler dans la maison, même s'il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de paroles, on ne pouvait pas vraiment parler, eh bien je racontais à mon piano. Voilà, dans ma tête, je n'ouvrais pas la bouche, hein, j'avais l'impression de raconter des centaines de choses. Et c'est comme si à un moment dans ma vie, je m'étais autorisé à raconter pour de bon toutes ces choses que j'avais racontées dans le silence. Ça me fait penser dans ce que tu racontes à, je ne sais pas, un poète, tu connais Serge Peigne, un poète toulousain qui est vraiment, c'est une poésie orale, hein, c'est une poésie très performative, très orale, et qui dit cette jolie chose, il dit, ma mère, quand j'étais enfant, était couturière. Et j'ai toujours vu ma mère avec des épingles dans la bouche. Et il dit, moi j'ai eu envie de parler pour enlever les épingles de la bouche de ma mère. Et voilà, je pense qu'on a tous en nous, en tout cas, quelque chose d'intime de cet ordre-là dans notre envie de parole et de conte. Et que ça, c'est peut-être aussi quelque chose, tu vois, par rapport à ce que tu évoquais, le travail du théâtre, du comédien, c'est, je pense, le moteur profond de notre envie de parole, vraiment, est très, très intime et très personnel. Il y a quelque chose, je pense, dans le conte profondément de l'intimité de chacun. C'est ça qui fait que ça touche aussi, ça peut toucher aussi profond les gens avec parfois aussi peu de moyens, parfois des choses maladroites même, mais qui vont toucher profond, parce qu'il y a une source comme ça assez profonde, assez intime en chacun. Qui nourrit le conteur ou la conteuse et qui traverse l'histoire. Et qui traverse l'histoire. Et effectivement, à différents moments de la vie, ça peut être différentes choses. Et puis, on a chacun, voilà, après c'est chacun notre histoire avec les histoires, avec chaque histoire. Mais tout ça doit rester pu. Ouais, parce qu'il n'y a rien de pire que de voir quelqu'un sur scène et de pouvoir lire toute son histoire passée, tout son mal-être et tout. Voilà, donc on sait que ça nous nourrit, mais ça nourrit l'histoire, mais c'est pas visible. On n'est pas là pour raconter ça. En fait. Et en tout cas, c'est quelque chose, je pense, à chercher quand on est dans une envie de parole aussi. Par exemple, moi, je sais, quand j'ai des gens en stage, c'est quelque chose qui m'intéresse d'aller sentir ça chez chacun, même si c'est pas exprimé. Mais en tout cas, que chacun se raccorde à ça pour ça. Ça, c'est pas une thérapie. Pas du tout, mais c'est intéressant de savoir où en nous s'ancre notre désir de parole, notre envie de parole. Voilà, parce que sinon, le danger, c'est qu'elles soient un peu, que ce soit des mots. Il y a une belle parole qui dit, les mots, il ne leur manque que la parole. J'aime bien cette phrase-là, il ne leur manque que la parole. Voilà, l'enjeu, c'est que ce ne soit pas que des mots, que ce soit une parole. Donc ça, après, voilà, c'est à chacun de le sentir. Donc, conteur, c'est prendre cette distance avec ton silence, ses épingles, avec ce pourquoi. Pas forcément de distance et de proximité, en tout cas, c'est trouver le bon endroit. C'est renouer avec, moi je dirais au contraire. C'est renouer avec, mais autrement que ça s'est fait. C'est comme si ça avait été mal noué à l'époque, et là on renoue. Ouais.
Il y a une part qu'on ne sait pas pourquoi aussi. Tout à l'heure, on se demandait, on parlait des conteurs qui veulent expliquer ce qu'ils ont vu dans l'histoire. J'ai l'impression qu'il y a deux grandes manières de choisir un conte. Soit on le choisit parce qu'on a compris quelque chose et qu'on veut le montrer, soit on le choisit parce que la part d'énigme qu'il y a dans le conte nous séduit. Donc soit on raconte pour le mystère, soit pour le discours, quoi. Et pourquoi je dis ça, je ne sais pas. Excellent. Parce que peut-être c'est la même chose, pourquoi on compte. Il y a une part de mystère aussi pour nous-mêmes qu'on n'a peut-être pas envie de lever non plus, parce que si on la levait, peut-être on arrêterait. Je sais pas. Moi j'ai l'impression que je serais incapable de faire autre chose. Et je trouve que. Non mais c'est vrai, non mais tiens, il y a un moment quand je raconte pas, je suis malheureuse en fait. Ça devient. Une fois que c'est parti, il y a un côté un peu boulimique. Enfin, ça s'arrête plus quoi. Et puis il y en a tellement des conteurs, il y a tellement de genres différents, et il y a tellement de choses à travailler. On est dans une société maintenant où on a accès à tout. On a accès au théâtre, à la danse, à la musique. Et dans le conte, moi j'ai toujours vu le conte comme étant une base, mais hyper précieuse. Et après, on peut aller y mettre tellement de choses. Et je trouve que l'écriture, même si on parle d'une écriture qui est de l'ordre du souvenir ou qui n'est pas de l'écriture de table, mais une fois qu'on a trouvé sa propre poésie, qu'est-ce que c'est joli. Enfin, un conteur, je trouve que c'est aussi la manière d'agencer les mots qui font que c'est charmant. Pourquoi un conteur ou une histoire, comme on disait, va nous toucher? C'est que les mots choisis, la poésie, tout ça fait que waouh, d'un coup ça commence à pétiller. Et je trouve que c'est formidable. Mais je trouve qu'il y a un vrai travail de recherche autour du langage. Ça demande, c'est ce que tu disais, à polir, à tout ça, le bon mot, le bon verbe, trouver un style, chacun a une manière différente de parler. Et sur les tours de conte, il y a des mots qu'on affectionne et qu'on reprend et qu'on retrouve dans chaque histoire. Et petit à petit, il y a quelque chose qui commence à se dessiner dans ce qu'on est. Mais moi, ce que j'aime chez les bons conteurs, c'est vraiment la poésie de leur verbe, ce qu'ils choisissent, quoi. Moi, je trouve ça un peu ça, le fait d'être conteur. C'était trop la classe, c'était trop fort. Après, j'ai un sentiment, c'est que chez les conteurs, il y a un moteur fort qui est l'empêchement, mais qui peut être un empêchement de plein de nature. Et je trouve que c'est un métier où il y a beaucoup d'empêcher. D'empêcher de faire autre chose, d'empêcher de... Enfin, ouais. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de conteurs qui ne sont pas forcément des bavards, qui sont des timides, des réservés, ou des... mais ouais, par rapport à d'autres métiers, tu vois, où je me dis, il y a d'autres métiers où tu vas le faire parce que tu as un talent, mettons pour la... Enfin, tu vois, en compte, il y a beaucoup de gens qui peut-être n'avaient pas assez de talent pour être danseur, peut-être pas assez de talent pour être chanteur, peut-être pas assez de talent pour... Non, mais ces empêchements-là vont leur donner leur... les conteurs, c'est super. Jolin, par exemple, il le dit toujours, c'est un chanteur, enfin, il voulait être chanteur. Enfin, je pense qu'on a tout, moi aussi, je voulais faire la chanson, je voulais pas du tout des pharmaciennes à Béthine, quoi. Oh là là. Non, mais je pense que c'est une chance, en fait, que cet empêchement, ce gauchissement... vétérinaire. Ah oui, du coup, tu peux tout mettre. Tu as envie d'être chanteur, et bah, du coup, tu as le droit de faire une histoire, tu as le droit de chanter. Aussi, tu vois, je pense que cet empêchement, ce gauchissement, c'est aussi, je sais pas, comme De Vos, tu vois, qui d'une certaine manière, De Vos jouait plein d'instruments, il était virtuose d'aucun. Mais tout ça donne un style. Enfin, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cette nature-là chez nous, d'une forme d'empêchement qui est un moteur de ce qu'on devient et de ce qu'on advient et de ce qu'on... Enfin, je sais pas, Moi je valide ça. Ouais, je pense Vous voulez devenir quoi, Philippe? Ah non, mais c'est pas une question de vouloir devenir. Mais tu vois, moi par exemple, pour moi, la parole, c'était vraiment pas quelque chose d'évident enfin, du tout. Et j'ai avec le conte trouvé l'endroit où j'étais bien avec ma parole. J'avais essayé, tu vois, j'avais essayé d'être prof de fac, j'avais essayé le théâtre, j'avais essayé plein de choses. Et il y a un moment dans je sais pas t'expliquer pourquoi, dans cette parole du conte, il y a eu un truc où c'était juste pour moi, où j'étais bien là-dedans, où quelque chose pouvait se développer, croître. Voilà. Je ne saurais pas t'expliquer ça, mais je note que pour pas mal de gens, ça se passe. Ah, c'est marrant, c'est plutôt la notion de liberté, quoi. C'est avoir envie de tout faire, bah, tu peux pas tout faire. Bah, du coup, par contre, dans le conte, j'ai l'impression que tu as le droit de tout faire. Tu as le droit de t'essayer à tout. Tu suis des stages de tout, tu peux faire du clown, tu peux faire de la danse, tu peux faire... Tu as tout, en fait, tu as le droit de tout mettre là-dedans. Du coup, j'ai pas cette sensation-là.
On n'est pas tous pareils. Hein. Non, bah non, c'est pas... Heureusement. Il y a les empêchés, puis il y a les autres. Il y a les repêchés. T'étais plutôt empêché ou pas empêché, Marc? Oui, moi je suis assez d'accord avec Philippe, je pense qu'il y a quelque chose pour moi de cet ordre-là, oui, En fait, si j'affine un petit peu, c'est peut-être à un moment dans ma vie, je me suis dit que j'avais besoin de raconter des choses au sens large du terme, raconter pas des contes forcément, mais de dire quelque chose. Et ben, les outils pour dire, ils sont tous les arts possibles, hein. Ça peut être la musique, ça peut être la danse. Pour la danse, c'était pas gagné. Le dessin, c'était loin d'être gagné. Je sais pas, enfin, voilà, si je les énumère. Alors, par contre, la musique, c'est pour ça que je dis que peut-être je suis aussi un empêché, parce que moi, mon rêve, c'était de devenir jazzman. Wow. Et tout à l'heure, tu parlais de la trame du conte comme un jazzman. Hein, c'était évident. Enfin, c'est dire que je vais ma trame et on transpose. Oui. Moi, je fais de la chanson dans mes contes, tu vois. Enfin, j'ai l'impression que j'ai des structures, je travaille avec des musiciens, j'ai des structures dans mes contes vraiment de chansons. Donc. Et je pense que ce que tu disais avec le silence, ça me faisait vraiment penser, moi c'est une métaphore que j'utilise dans les stages, j'aime bien, c'est l'histoire du sculpteur avec le cheval, le bloc de pierre, un sculpteur en train de sculpter un bloc de pierre et un cheval apparaît dans la pierre et un enfant s'approche, comment tu savais qu'il y avait un cheval dans la pierre? Ah oui, c'est trop bien. Et pour moi c'est vraiment, pour nous on a un bloc de silence et dans ce bloc de silence, avec le ciseau de notre parole, on fait apparaître une histoire. Mais tu vois, c'est ça, c'est le verbe. Le mieux qui peut nous arriver, c'est que quelqu'un vienne nous... Non, mais on s'en fout. Le mieux qui peut nous arriver, c'est que quelqu'un vienne nous voir à la fin et nous dise comment tu savais qu'il y avait cette histoire dans le silence. Tu vois, enfin, j'aime bien... Non, mais à mon avis, c'est un peu... On va le voir sur scène, là. Ton silence vient d'expliquer, là. Tu parlais de Jolin tout à l'heure, tu parlais des grandes formes de contes. Qu'est-ce qui différencie cette intimité dont on parle et puis celle qu'on aurait ou pas sur des grandes scènes avec on peut l'avoir sur des grandes scènes. On peut vraiment l'avoir de la même façon. Pas de la même façon, c'est pas tout à fait le même travail, la même approche, mais on peut vraiment, et en tant que conteur, ressentir la proximité avec une salle où 400 places, 800 places. Et en tant que spectateur, moi j'ai pu le ressentir avec Jola, entre autres, période, enfin voilà. Bah, d'abord, il y a la lumière qui aide quand même, hein, parce que quand tu es tout seul sur un plateau de 15 mètres d'ouverture, c'est grand. Donc heureusement qu'il y a la lumière qui permet quand même de resserrer un peu les choses. La qualité du son, ça c'est vraiment un truc pour nous conteurs sur le plateau, c'est absolument essentiel que même ta voix amplifiée retrouve le même timbre, la même chaleur, parce que c'est ça qui va envelopper les gens au 20e rang, tu vois. Enfin, donc ça c'est vraiment important. Et puis après c'est une façon d'être présent, quoi. Quand tu regardes Gougou, il passe 1h30, comme ça il est assis sur une chaise, il ne bouge pas du tout. Ou Michel, hein, il ne bouge quasiment pas. Voilà, et ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'il y a une présence en fait. Et c'est quand même. Après, il y a des conteurs qui n'aimeraient pas ça, qui n'aiment pas ça. Il y a des conteurs qui en ont très envie mais qui n'ont pas accès parce que c'est pas leur réseau. Il y a des conteurs qui y ont accès. Oui, il y a des conteurs qui en ont besoin et qui n'aiment pas leur proximité. Et puis il y a des conteurs qui y ont accès et voilà, moi je suis pas là. Enfin, il y a tous les cas de figure. Mais je pense quand même que ce qui fait la différence, c'est... si je pense à Didier, par exemple, Kowarski, c'est incroyable, quoi. C'est quelqu'un, il a... Sur 1 heure de spectacle, il y a 30 minutes de silence. J'exagère un peu, mais si je dis 15 minutes, je pense que je n'exagère pas, c'est énorme. Mais il est là, quoi. Il est là et ça raconte même s'il ne bouge pas. Mais c'est comme... Pepe Buenos, là, enfin Paolo, le conteur autiste avec qui je travaillais, il peut rester, il rentre sur le plateau, il reste là, immobile, il regarde les gens, mais ça peut durer 3 minutes, aucun problème. Tellement ça raconte, quoi, en fait, parce que nos corps racontent aussi, hein, nos corps, quand on rentre sur scène, et là, par exemple, je pense, c'est pas la même chose au théâtre, parce que le corps raconte aussi, mais il raconte ce que un personnage, quoi.
Alors que là, notre corps, à nous, il raconte. Alors là, pour le coup, il nous raconte nous. Tu vois. Ouais, c'est Et ça. on voit très bien dans la façon de rentrer si quelqu'un est déjà implanté, si ça ne veut pas dire être sûr de soi en mettant des barrières, c'est plutôt l'inverse, c'est totalement ouvert au monde, aux gens qui sont là. Et quand on voit ça, ou quand on ressent ça, c'est hyper agréable, parce qu'il n'y a rien qui peut nous arriver. Pour rebondir sur ce que tu disais, rapporter, je sais pas, à 400, 800, je pense qu'il y a une intention profonde qui est qu'on s'adresse à chacun, à chacune. Tu vois, c'est-à-dire que vraiment, quand on vient compter, prendre même un public de 800 personnes, il y a une intention de parler à chaque personne, qui est peut-être différente d'autres disciplines, tu vois, je pense d'un concert ou d'un truc où tu envoies le son, tu envoies le truc devant. Là, dans notre intention, il y a quelque chose qui peut tomber intimement en chacun. Et ça, je pense que dès lors que c'est là, ça peut toucher 800 personnes en même temps, intimement, chacun pour soi. Tu vois. Même si c'est a priori, c'est pas la forme qui paraît la plus appropriée pour cette intimité-là du conte, mais on peut la reproduire si effectivement en plus il y a des conditions techniques qui permettent de créer ça. Ok, je pensais qu'on avait passé de la parole à l'écrit, mais en fait on est plutôt parti de l'écrit à la parole, et de l'écrit qui avait, il n'y avait pas quelque chose de binaire comme ça, hein. L'écrit sert pour toi à écrire, mais à oublier après, enfin, à rassembler, mais tu y publies aussi des... Ouais, moi je ne compte pas les contes qui sortent en bouquin. D'accord. C'est des contes vraiment que j'écris et j'arrive pas à les raconter. D'accord, c'est un travail différent. Ouais, ok, d'accord. Ouais, parce que je pense que le rapport là, du mot silence, le livre est destiné à être lu dans la chambre intérieure, je ne sais pas comment dire, par chacun à son rythme. Tu vois, c'est la grosse différence, c'est le rythme. Quand même, quand tu comptes, tu imposes un rythme aux gens. Enfin, tu poses un rythme, en tout cas, tu les diriges quand même un petit peu. Alors que dans la lecture, il y a un tempo qui n'est pas du tout le même. Et du coup, le rapport à la langue, pour moi, n'est pas le même non plus. D'où sans doute la possibilité pour un auteur comme Galeano, tu sens que ça vient de l'oralité, qu'il y a de l'oralité dans son écriture. Donc ça, pour moi, le chemin est très poreux. J'ai les nouvelles, je trouve ça compliqué, par exemple. Travailler sur une nouvelle, ou des gens qui essayent, par exemple, dans des stages, qui prennent une nouvelle pour en faire un conte. Bon passant. Ouais, tu vois, on appelle ça des contes, ouais. on utilise le mot conte, mais c'est vraiment de l'écriture. Pour moi, c'est pas la même, ça ne procède pas de la même construction, la même réception. Alors moi, je l'ai fait à partir d'un roman, pour Chaka, Bah oui. Chaka Zulu, là. Je suis parti d'un roman de 200 et quelques pages, et pour en faire une épopée, en fait. Et moi je trouvais ça hyper intéressant comme travail. Mais alors, par contre, c'est un travail de folie, quoi. Je ne sais pas combien de semaines j'ai passé là-dessus, mais c'était vraiment énorme. Et en fait, c'est un travail d'élagage permanent, quoi, jusqu'à arriver à... Parce que quand on raconte pendant 1 heure, si tu mets ça en page, ça fait pas beaucoup de pages. Hein. Ça fait un petit livre de 20 pages. Encore. Oui, encore. Donc, c'était vraiment un travail à la fois de reconstruction de l'histoire, et puis après d'élaguer, et en essayant de garder que vraiment la part essentielle, quoi, tout ce qui va permettre justement au public après de reconstruire son histoire à partir de ça, quoi, à partir du cœur, du noyau du roman. En plus, c'est un roman, c'est assez implacable, hein, parce que ça raconte quand même la naissance d'une dictature, donc ça se termine avec en gros 150 000 morts, donc c'est assez... Mais dans l'histoire, tout est sauvé grâce à 2 femmes. Tu dis ça pour... Non, mais parce que c'était la part de lumière de ce Tu sens que je suis récit-là. fragile et fatiguée aujourd'hui, Non, c'est non. ça? Non, mais parce que c'était ça qui constituait le fil rouge de toute l'histoire, qu'il fallait maintenir, parce que l'histoire est tellement terrifiante que si tu n'as pas ça en permanence, c'est pas la peine de raconter l'histoire. C'est l'espoir. Et voilà, moi je sais que ça c'est une expérience qui m'a beaucoup plu et beaucoup enrichi aussi. Mais c'est comme quand ce que tu disais par rapport à la lecture de contes, c'est arrivé une fois avec un roman, mais je ne sais pas si ça m'arrivera une autre fois. C'est vraiment... c'était un truc, c'était une évidence qu'il fallait